Thank you very much. And interesting to see that the privacy issues are already being discussed, which is good because it points to the fact that it is related to access as well. So I think that was very explicit and good connection. A few points that I had was, let me just check my notes. Yes. So one point that I had, which I liked in your description of the problems with privacy issues, and this is something that we're going to talk about in the next session, is precisely the point that a big part of the solution is education of people of what happens with the data when you're using it online. Because in my opinion, it's a good way to start. The alternative is kind of a blunt force of removing data might actually be useful. The same data that might be used to, find out where you live could also be used by a journalist to find out where a corrupt politician lives. So it's a two-way street. So in terms of future career of wanting to become president, good thing for people to keep in mind that if I were to become president, what would I want them to know about me? At the same time, we should appreciate that they leave some traces because it's good for the journalists as well. But I think perhaps that is a good benchmark. Can I be a president if I do this online? Something to keep in mind. Do we have any comments on this presentation? Yes, please. Ok, merci pour le groupe qui vient de présenter ces bien exposés. Mais moi, mon inquiétude, c'est au niveau de régulateur. C'est comme si au Mali, ils disaient que ils ont le régulateur à côté et non, en même temps l'institution qui est en charge du développement des TIC. Donc c'est intégré. Alors que, par exemple, dans le système tchadien, au début, nous n'avons pas plus tard que 2 ans, nous avons juste une seule autorité, la OTRT, l'Office tchadien de régulation des postes et des télécommunications, qui s'en charge et du développement des infrastructures et de la régulation. Mais maintenant, c'est scindé. Depuis 2 ans, c'est scindé en deux. On a le régulateur qui est l'ARCEP, l'autorité de régulation des postes et des télécommunications, et nous avons la DETIC. La DETIC, c'est l'agence en charge du développement d'éthique. Elle se charge du déploiement du service universel, bref, de tous les projets liés au développement des TIC au Tchad. Donc, je n'ai pas bien compris si c'est le même cas au Mali ou bien c'est une seule agence qui continue à gérer la partie développement et la partie régulation. Pour le cas malien, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que dès le début, nous, on a eu des structures séparées. Par exemple, il y a l'Agence des technologies de l'information et de la communication, qui est le bras armé chargé des exécutions, la mise en place des infrastructures, des contenus, etc. C'est l'agence où je travaille même. Maintenant, en dehors de cette agence, il y a l'autorité de régulation qui est l'AMIRTP, l'autorité malienne de régulation des postes, télécommunications, etc. D'accord? Donc, c'est cette autorité qui s'occupe de la régulation uniquement. Mais en ce qui concerne le bras d'exécution, ce n'est pas l'autorité qui s'en charge. Maintenant, en marge de ces deux structures, il y a 2 autres, je pourrais dire, qui ont été créées cette année, parce qu'il y a l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel, qui n'a rien à voir avec l'agence d'exécution et qui n'a rien à voir avec l'autorité de régulation. Et tout récemment, il y a eu la création aussi du Fonds de solidarité nationale, qui est une structure à part chargée maintenant de mettre en œuvre, c'est-à-dire les contributions que les opérateurs vont verser sur leurs bénéfices. Donc, c'est cette structure qui est chargée vraiment de dépenser en un mot ces fonds-là. Oui.
Merci pour la présentation. Je voudrais juste parler du cas du Maroc. Nous avons une commission nationale pour les données privées qui est régie par une loi qui a été votée en 2009. Elle fonctionne, elle a beaucoup de droits. Il peut même faire des amendes pour ceux qui enfreignent cette loi. Ils font beaucoup de sensibilisation parce qu'il faut d'abord sensibiliser à la notion de données privées. Maintenant, l'indépendance, je ne sais pas, ma question c'est à quel point cette indépendance est recherchée. Par exemple, au Maroc, la commission dépend du Premier ministre. Est-ce qu'on va dire qu'elle est indépendante ou pas? Parlant de la question des dépendants, I was not there yesterday. Je m'appelle Manga Balbin. I'm a lawyer, and I want to answer the question in French. So, la question d'indépendance, à mon avis, c'est par rapport aux décisions que peut prendre la Commission. Parce que si la Commission est gérée par le gouvernement, comme vous dites dans votre cas, si elle est sous la botte du gouvernement, ça devient compliqué. Je crois qu'on a fait une réunion avec l'OIF à Addis Abeba où on faisait un échange d'expériences entre le Maroc, le Bénin et le Burkina. Donc, par exemple, la commission indépendante et le directeur de la commission, par exemple, a rendu ministre, dont les décisions qui viennent sont irrévocables. Donc, ils n'ont pas besoin de passer par l'autorité nationale pour vérifier leurs décisions. C'est comme une sorte je sais pas, d'instance qui prend des décisions indépendamment de ce que peut penser l'État. Si c'est contre l'État ou un individu, ça se fait indépendamment. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'indépendance. Parce que si on se retrouve avec une autorité qui est encore sous l'autorité de l'État, si je peux dire, il y aura encore, ça va encore fausser tout. Ça veut dire que lorsque l'État est mis en cause, l'autorité ne peut pas agir. Donc, c'est parlant de cette indépendance-là qu'on a précisé une autorité indépendante. Toujours pour un peu appuyer, si je prends l'exemple que j'avais pris, si par exemple, c'est bon? Ok. Si par exemple, l'organe n'avait pas une certaine indépendance, vu que c'est une histoire politique, le gouvernement pouvait interférer. Et cette affaire-là, il faut l'étouffer parce que ça va faire des soulèvements. Ou bien les journaux faire ce qu'ils veulent là, ça permettra de décrédibiliser l'opposant en question. Mais c'est vu l'indépendance que l'autorité a tranché et réellement les deux structures n'avaient pas raison. Et on les a amendés. Parce que là-bas aussi, je pense qu'il y a des lois pécuniaires qui ont été votées où on peut sanctionner, on peut amender, etc. Sir, just to interrupt briefly, we're going to have a privacy discussion later, so I want to save some of that for the next session. It is very much related to access, so I appreciated that you brought it up, but just so we're going to get back to it in a more privacy pure discussion. One note that I just want to say, I like the discussion about the independence because it's very interesting, but I think something that is important to remember as well is the independence is the independence from all interests. I know that in some countries, the most problematic interest is governments, but you could also have a situation where you have an independent committee dominated by businesses, and then interests influencing that independent committee. So all nations have their different context, but just so that independence, don't forget to think about it in a broader sense than just in relation to governments. Do we have any more comments on the IXP side here? Because I have actually a question about the IXP implementation. Because if I understood correctly, basically everything was set up in terms of what you needed before the
the direct deployment, but the actual deployment of the IXP having done. What do you know what the issue is there? Why hasn't they? Because everything else seemed to have been prepared. It was just the implementation phase. Je crois que c'est à ce niveau, c'est un problème de leadership et de confiance en quelque sorte qui se pose. Parce que la réticence des opérateurs à venir, c'est que le point d'échange, on avait convenu, dans le comité qui avait été mis en place, avait convenu d'héberger le point d'échange dans les locaux de l'autorité. Donc, bon, c'est des choses qu'on ne dit pas réellement, mais ce n'est pas un problème de fond, ce n'est pas un problème. Tout ce qui doit être fait comme dépense était déjà OK. Mais c'est la mise en œuvre qui cause problème. Et j'ai compris que le fait que le point d'échange est dans le locaux du régulateur, c'est ça qui gêne les opérateurs. Et un point d'échange sans les opérateurs, bon, chez nous, sans les opérateurs, ce n'est pas un point d'échange en réalité. Parce qu'il faut forcément des échanges de préfixes et autres. Bon, avec la concurrence déloyale, tous les fournisseurs de services, à part quelques-uns, ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte. Thank you. It's a really interesting case because it comes down to essentially the governance part of the problem. You have all the other things almost lined up. People have agreed that this is a good thing. They're convinced, but then the final little step and they can't agree. So it's a good case of highlighting the fact that governance issues will permeate even technical issues. They're all interrelated. So a very interesting case. Do we have any more comments on the presentation? If not, I would like to move to the last presentation that we have on the access issues, and then we will have a short break and then get back to privacy discussions. So if I could ask the last group to come up and present. Ok. Bon après-midi à tous. Nous avons identifié un certain nombre de problèmes que nous avons articulés autour de deux grandes questions. La question du coût de déploiement de l'équipement, qui regroupe un certain nombre de problèmes parce que effectivement les opérateurs du point de vue de l'offre ont des réelles difficultés, comme l'ont si bien relevé nos prédécesseurs, à déployer l'équipement, à déployer l'infrastructure, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a effectivement des zones où pour le déployer, c'est un peu difficile. Du point de vue, on peut l'expliquer en raison, n'est-ce pas, des taxes qui sont suffisamment élevées. On doit payer à la fois des redevances, les impôts et tout ce qui va avec. On a également le problème de gestion des fréquences sur lequel nous voulons partager notre expérience camerounaise sur la question. On s'est rendu compte dans notre pays, nous avons bien la volonté, nous les fournisseurs d'accès Internet, d'aller sur tout l'étendue du territoire comme nous l'impose les cahiers de charges que nous recevons de l'agence de régulation. Mais il se trouve, pour le cas d'espèce, il s'agit de Matrix Telecom, nous avons eu envie d'étendre notre réseau à la ville de Bafoussam. Nous étions déjà installés à Yaoundé, c'est-à-dire dans le centre, et puis à Douala, c'est-à-dire dans le littoral. Et nous avons eu envie d'étendre notre réseau à Bafoussam. Et lorsque nous avons fait la demande auprès de l'agence de régulation, nous nous sommes rendus compte que les coûts que l'agence nous facturait pour avoir les fréquences de la ville de Yaoundé, nous avons plus d'entreprises, et la ville de Douala, nous avons également plus d'entreprises. Le coût à Bafoussam était 2 fois, 3 fois plus cher
que seulement ce que nous avions à Yaoundé et à Douala. Alors qu'à Bafoussam, l'activité économique n'est pas aussi dense qu'à Yaoundé et à Douala. C'est un problème pour nous. Ça a été un problème et nous sommes toujours, n'est-ce pas, avec l'agence de régulation en contention. Dans le problème de déploiement de l'équipement, toujours comme problème secondaire qui soutiennent, n'est-ce pas, cet argument-là, nous avons le problème problème d'interconnexion. Nous avons un problème d'interconnexion qui est un problème important. Parce que figurez-vous, le Cameroun a de très beaux textes. Lors de la dernière journée, les premières journées nationales de l'économie numérique que notre ministre a organisées ici, elle disait que sur des indicateurs de l'Union internationale des télécommunications en ce qui concerne les textes, le Cameroun était classé deuxième, troisième au niveau de la qualité des textes. Mais figurez-vous, nos textes ne sont pas appliqués. Je vais prendre un exemple plutôt simple. Nous avons un décret de 2012 sur le partage des infrastructures. Le décret de 2012 sur le partage des infrastructures stipule très clairement que les opérateurs qui n'ont pas d'infrastructure dans des zones secondaires, n'est-ce pas, peuvent solliciter auprès d'opérateurs qui sont déjà installés l'interconnexion pour pouvoir desservir, n'est-ce pas, les clients éventuels qui pourraient avoir, n'est-ce pas, dans ces zones secondaires. Mais jamais, jamais, depuis 2012 que ces textes existent, les opérateurs ont systématiquement refusé toutes les tentatives d'interconnexion que nous avons demandées, sans pour autant que l'Agence de régulation des télécommunications ou d'autres régulateurs, n'est-ce pas, puissent intervenir. On a ce problème-là. On veut bien se déployer, on a les textes, mais nous sommes par les opérateurs. Donc, on a ce problème-là d'inapplication même des lois, parce que le cadre est là, mais les lois sont inappliquées. Tout a été réglé par les textes, mais on n'arrive pas à véritablement se déployer. Du point de vue de la demande, nous pensons qu'il y a encore un problème au niveau de l'accès, au niveau de la disponibilité des terminaux, au moins l'accessibilité aux terminaux qui permettent d'avoir une connexion fluide. Parce que c'est vrai, les tablettes sont là, les téléphones sont là, mais le pouvoir d'achat peut être éventuellement un obstacle à l'acquisition de ces terminaux. Les acteurs sont connus. Nous avons les régulateurs, l'État, les principaux fournisseurs d'accès à Internet qui sont là. Alors, pourquoi est-ce que les objectifs ne semblent ne pas être atteints? Quels sont les blocages majeurs auxquels nous faisons face, n'est-ce pas, de la problématique de l'accès? Effectivement, on va se rendre compte privilégier, n'est-ce pas, la couverture des zones urbaines. Actuellement, nous privilégions la couverture des zones urbaines parce que nous avons une clientèle qui est beaucoup plus présente dans ces zones-là que dans les zones à faible utilisation. Et il faut dire que le pays n'est pas encore couvert par l'électricité dans le territoire. Il y a des coûts supplémentaires que nous sommes obligés de supporter dans les zones secondaires. En ce qui concerne l'électricité, il nous faut des groupes d'électrogènes, il faut au-delà, n'est-ce pas, des pesanteurs que nous observons au niveau de l'administration. Les objectifs ne sont pas atteints. Pourquoi? Parce que finalement, les statistiques que nous avons ne sont pas fiables, ne sont pas toujours fiables. On va se rendre compte au niveau de notre Institut national de la statistique que les statistiques ne sont pas toujours à jour, si bien que même lorsque nous voulons nous déployer, lorsque nous voulons mener une étude de marché sérieuse, on peut avoir des problèmes au niveau des données et cela nous empêche effectivement d'être opérationnels. Du côté de la demande, nous pensons que le problème dans notre pays est finalement au niveau de la diversité des interlocuteurs avec le gouvernement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une pléthore d'associations de consommateurs
qui prétendent, n'est-ce pas, défendre les droits des utilisateurs d'Internet. Et ça crée un sérieux problème. Vous avez l'association des consommateurs de manière globale, vous avez l'association des consommateurs des services Internet, vous avez même ISOC Cameroun qui est un interlocuteur neutre. À un moment donné, les propositions de solutions viennent de toutes parts et on n'arrive pas, l'État a du mal à savoir qui suivre, quelle action prioritaire mener. Ça nous a semblé également être un problème. Qu'est-ce que nous proposons finalement pour résoudre ces difficultés? Il y a une feuille de route, effectivement, qu'il faille mener. Nous pensons que puisque les ISP estiment que les charges sont élevées et qu'on n'a parfois pas d'indicateurs majeurs pour mesurer les coûts, n'est-ce pas, que supportent ces ISP, nous avons proposé, n'est-ce pas, qu'il y ait plutôt une démarche, comment je vais dire, une démarche positive qui consiste, n'est-ce pas, à aller vers les ISP à vous installer dans telle zone, mais nous sommes l'État, nous sommes prêts à vous accompagner sous certaines conditions, à condition, par exemple, que vous nous permettiez de faire un audit de vos entreprises respectives pour voir, n'est-ce pas, quel est l'état réel de vos besoins et comment est-ce que nous pouvons faire pour vous accompagner dans l'installation dans telle ou telle zone qui semble être difficile d'accès. C'est une possibilité. Il y a effectivement également la concertation. Dans notre pays, elle est nécessaire parce que nous avons tous les canaux, nous avons les textes qui sont là, nous avons les acteurs qui sont là, nous avons le problème d'application des textes. Alors, pour appliquer les textes, il nous a semblé nécessaire de prévoir, n'est-ce pas, un cadre de concertation. Il y a ce sujet, effectivement, le gouvernement camerounais a effectivement pris conscience de la nécessité de mettre en place un cadre de concertation. Le 10 août dernier, il y a eu les premières assises du cadre de concertation public-privé qui regroupe à la fois l'État, les principaux opérateurs de téléphonie, les principaux fournisseurs d'accès Internet, le régulateur, pour ensemble faire l'état des problèmes que rencontre notre secteur et davantage, n'est-ce pas, de trouver des solutions. Il y a des rencontres semestrielles. On espère que d'ici un certain nombre de temps, on va aboutir à des solutions concrètes et à l'opérationnalisation, n'est-ce pas, de ces propositions qui sont émises dans le cadre de cette plateforme de concertation. Donc, il faut des subventions, il faut accompagner les fournisseurs d'accès Internet, peut-être envisager une baisse des coûts, des charges, n'est-ce pas, au niveau des fréquences qui sont vraiment très élevées dans notre pays, peut-être penser, n'est-ce pas, à les accompagner dans ce sens. Si on ne peut pas les apporter des aides directes, procéder par des subventions croisées, n'est-ce pas, en baissant les charges et en leur demandant d'y aller pour pouvoir, n'est-ce pas, les accompagner d'une manière efficiente. Nous avons pensé également à autre chose dans la régulation. Pourquoi pas penser à une segmentation du marché, puisque les ISP qui existent sont concentrés dans les zones urbaines. Pourquoi ouvrir davantage le marché à d'autres ISP, mais à les contenir dans des zones qui accompagnent ces ISP qui acceptent de s'installer dans des spécifiques, décider de les accompagner, n'est-ce pas, afin qu'elles puissent émerger dans ces zones-là plus spécifiquement. Voilà un peu, il y a également la mise en place d'un IXP qui a été proposé ici et pour lequel nous également nous adhérons pleinement au Cameroun. Le projet date effectivement de plusieurs années. Le chapitre au Cameroun, comme l'a si bien relevé le président hier, il travaille activement. Nous sommes actuellement à la phase terminale, on peut dire, parce que c'est vrai que d'autres ont déjà le point d'échange et personne ne vient s'y connecter. Mais nous sommes pratiquement en train de terminer la construction. Nous sommes à 80-85% au niveau de la construction. Et nous avons eu une réunion il y a 2 semaines
pour opérationnaliser véritablement cette infrastructure où nous avons d'ores et déjà, n'est-ce pas, 10 ISP qui sont prêts, n'est-ce pas, à s'interconnecter dès le lancement, n'est-ce pas, du point d'échange Internet. Donc, c'est une question de semaines, on peut dire. Voilà ce que nous avons proposé. Je vous remercie. Thank you very much. A very interesting presentation to hear it from a perspective of an ISP. Do we have any questions? I know I have a few, but anyone who wants to go first before inspire others to? Oh, you have one. Let's go. En fait, ce n'est pas une question, mais plutôt une contribution. Parce que mon frère a touché un point où il demandait l'accessibilité aux terminaux. Je pense que c'est un point crucial sur lequel les États doivent se pencher pour vraiment faciliter l'accès aux terminaux. Ne serait-ce que la détaxation des matériels informatiques. À un moment donné, les pays avaient commencé, mais ça n'a pas été effectif et ça n'a pas été une réalité partout. Alors que les matériels informatiques, on ne les fabrique pas chez nous, on les importe. Maintenant, si on les détaxe, ça pourra permettre, c'est-à-dire aux utilisateurs lambda de les accéder plus facilement. Je prends l'exemple de chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens avec un matériel. La douane a un système de codification des matériels qui entrent. Tu viens avec, par exemple, je prends, c'est juste un exemple, hein, tu viens avec un laptop, une unité centrale, plus une imprimante. Ils vont prendre leur papier, ils regardent les codes, ils vont te dire, bon, le laptop et l'unité centrale, ça c'est des équipements informatiques, mais l'imprimante n'est pas un équipement informatique. Là, c'est paradoxal. On ne comprend rien là-dedans. Donc, si on peut vraiment, les États peuvent se pencher sur ces points, voir avec les structures douanières pour vraiment alléger ces taxes, ça peut vraiment permettre aux citoyens lambda vraiment d'accéder au matériel informatique. Et du coup, cela pourra favoriser par rapport à l'installation des opérateurs. C'est peut-être les États peuvent alléger les procédures, faire des facilités aux opérateurs pour qu'ils puissent vraiment être motivés à aller dans ces zones où le coût d'installation est exorbitant et réellement, il n'y a pas assez de retour d'investissement sur le coût. Donc, s'il y a des facilités, par exemple, on aura encore plus de temps. Si la licence est donnée pour 2 ans ou bien 3 ans d'exonération, qu'on leur donne 6 ans ou bien 5 ans pour les inciter à aller dans ces zones. C'est ça que je voudrais ajouter. Merci. Yes, please. Ok, voilà, merci pour cette intervention. Et moi, j'aimerais beaucoup m'appesantir sur le cas de nos députés, nos partis voter les lois. Et il s'avère que la majeure partie est analphabète. Donc, comment il peut voter une loi? À former d'abord le parlementaire dans tout ce qui est éthique. L'importance d'éthique, c'est quoi? C'est-à-dire, on devrait de la base, travailler sur, c'est pas direct, mais par exemple, refuser qu'un analphabète soit député. Tous ces paramètres-là doivent être pris en compte pour que l'éthique, voilà, c'est je ne sais pas si c'est la même chose partout, mais avant que les lois
ministère en charge de la chose qui fait le projet de loi. D'accord? Le projet de loi, chez nous, concernant la problématique qui est là, ce projet de loi est amené au niveau du Conseil des ministres, qui se fait à une session hebdomadaire. Ils vont en discuter. Et maintenant, si attente y est, ce projet de loi va être envoyé maintenant à l'Assemblée pour être voté. Maintenant, je ne sais pas si c'est le même système. Maintenant, le point où vous parlez par rapport à l'analphabétisme des élus, des députés et autres, moi, je ne dirais pas simplement les députés. Chez nous, tu trouveras même des ministres vraiment où le taux, c'est-à-dire le niveau d'utilisation des TIC est vraiment dérisoire. Ça, c'est des choses à voir. Ce qui fait que réellement, on ne parle pas le même langage qu'on leur dit. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dans ce monde-là. Nous, on est versés là-dedans. Nos enfants sont versés là-dedans. Mais eux, bon, vous m'excusez du terme, c'est de la vieille école. Et rares sont ceux parmi eux qui acceptent ça. C'est-à-dire aller ou bien chercher quelqu'un pour se former, essayer de voir. Pour eux, là, c'est une perte de temps. Ce qui fait qu'il y a plein de choses qu'on essaie de leur dire par rapport à ces nouvelles technologies et autres. Ils ne comprennent pas. Parce qu'on est vraiment au même. Donc ça, c'est un peu la problématique qui est à ce niveau. Ce n'est pas les députés seulement. Thank you, colleagues. I think the issue about laws is a very important one for me, and I like that we're having debates about the level of literacy that our parliamentarians must have, because they do make the laws, and they make the laws everywhere. I think this is quite common. So if we are going to influence any policy or law, I think it becomes very important for us to appreciate maybe the regional differences in terms of how the laws are made. I'll give you a quick example of how laws are made in our country. Let's say ISOC submits a policy option, right? Because Parliament, it is not the business of parliamentarians to understand technical aspects of everything, because they are not only dealing with issues of internet, they are dealing with agriculture, they are dealing with health, they are dealing with education. So, you know, for us to want to move for parliamentarians to have technical understanding of these things, it's in our country, it would not work. So here's how in our country it's structured. The lawmakers, the parliamentarians, don't necessarily have to know. We set up another body within Parliament called a Parliamentary Portfolio Committee. This committee brings together experts. So what the parliamentarians simply need to do is to submit a raw issue without any need of understanding the technical aspects. And then the Parliamentary Portfolio Committee of Experts then sits down and look at the matter, and then they make a recommendation. And if need be, they work with the relevant ministry to craft a law if there's need to do that. So for us, I think what's important is to understand the situation in our different countries in terms of what will work and what will be feasible. For us, yes, in Zimbabwe, it makes sense to sensitize them, but not to get them to completely understand the technical aspects of the actual changes we want to make, which then becomes very important for us as country chapters to be able to digest the issues and then present them as simply as possible so that the parliamentarians needs to change with all the technical aspects to the technical experts. Thank you. Je voulais abonder dans le même sens pour dire que lorsqu'on essaie de voter les lois, lorsqu'on prépare des projets de loi, nous pensons, nous les juristes, que nous sommes mis de côté. Et c'est pour ça qu'à un moment, les lois sont très techniques. Parce qu'actuellement, au Cameroun, pour ceux qui ont lu l'arsenal de lois que nous avons, on se rend compte qu'on parle des réseaux de l'information. Et pour un juriste, quand on dit réseau d'information, c'est un peu compliqué, très technique. Or, si au moment de préparer le projet de loi avait inclus les juristes, ils auraient permis qu'on puisse avoir des expressions qui sont facilement mises applicables
applicable. Parce que lorsque vous plaidez un dossier ou alors pour un policier qui recherche des infractions, le langage purement technique est plus compliqué pour lui. Or, s'il a des phrases, s'il a des expressions qui lui permettent d'essayer d'analyser pour comprendre de quoi il s'agit, il peut facilement faire son travail. Donc, nous pensons que, bon, tout n'est pas perdu. Ce qu'on doit faire comme travail maintenant, c'est amener le gouvernement à toujours appeler des experts de part et d'autre pour cette action multi-acteurs-là, où chacun apporte du sien pour qu'on ait des lois qui puissent être facilement applicables. Je vous remercie. Okay, thank you all. Very interesting to hear the discussions and learn a little bit more about how it works in the different countries. I think something that comes to mind when hearing you discuss is something that we've discussed, how this relates to priorities. So imagine how we started this morning with thinking about what does different priorities be for different stakeholders. Obviously, if you're going to have legislators that are completely ICT illiterate, they're going to have no interest at all in even thinking about these issues. So addressing these issues will be a good starting point for moving many different topics, because you can get the ear of a lawmaker to move on any set of issues if you just solve that initial problem. So before we go to coffee, I had a question to the group, because I thought it was a really interesting presentation. I wanted to just clarify something that I think I might have missed due to my lack of geographical knowledge. But if I understood correctly, there was a different cost for deploying the infrastructure in the different states, different regions of Cameroon. Was that the case? Or different taxations, or? On ne peut pas dire qu'il y avait un régime fiscal différent. Le régime fiscal reste le même puisqu'il s'agit de la même entreprise. Mais le problème était au niveau des frais que l'on nous demandait pour exploiter la plage de fréquences dont nous avions besoin dans la ville où nous devons installer nos services. Donc, j'étais en train de dire que entre Yaoundé et Douala, les deux villes, nous payons environ, je vais dire, je prends un exemple banal, pour payer 2 millions pour exploiter cette plage de fréquence. Mais alors que ce sont les principales villes, ce sont des villes où nous avons l'activité économique est dense. Mais nous décidons d'aller dans un secondaire, comme l'impose notre cahier de charge, nos licences. Nous allons à Bafoussam, qui est la région de l'ouest de notre pays, et on nous fait payer une plage de fréquence que nous voulons prendre 2 fois plus cher. Alors que l'activité économique dans cette zone est pratiquement... Il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients. Donc, nous avons eu ce problème-là avec l'agence et nous avons discuté avec l'agence pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les fréquences étaient plus élevées dans cette zone, mais nous n'avons pas réussi à avoir d'explication plausible. D'autant plus que l'agence est pleinement consciente du fait que dans cette zone, l'activité économique est au ralenti. Donc, nous avons été obligés de nous replier. Nous n'avons même pas fait 6 mois dans cette ville. Et nous avons été obligés de replier bagages avec, tenez-vous bien tranquille, l'obligation de payer, puisque nous avions demandé un accord de modification de fréquence pour avoir accès à cette zone. L'agence nous a autorisé cet accord de modification de fréquence. Et même comme nous ne l'avions pas exploité, parce que nous dénoncions le prix, elle continue de nous obliger à payer ça, parce que nous avons attribué la plage de fréquence. Donc, nous sommes en train de gérer ce problème contentieux, mais nous nous sommes retirés de la ville. Voilà.
Thank you. I think it really puts the finger on something that we've been discussing for both of these days in terms of the barriers, for example, to expand connectivity in different areas that might be either rural or poor communities. That in this case, it sounds like a significant barrier for that was this artificially high cost for the ISP, where you would have been willing to deploy the infrastructure and initiate operations if it had only been at the same, basic competitive level that you would have any other where. So just to bring it back to some of the discussions that we had previously about, having that kind of empathy for the ISP, that the ISP might very well see a business interest here. They might very well be willing to expand connectivity to areas even where they don't see those high profits, but they're still interested in doing that. But then they reach these barriers that, and that again brings it back to the importance of having this dialogue between the different stakeholders to identify and help with where the barrier is. What else was I going to say? Oh yeah, the second comment I had, which was related to that, was about the subsidies, because I think if you can make it, because asking a government for subsidies is kind of in my opinion, it's the last resort, because you're actually asking them for money, and no one wants to give away money, right? But if you can showcase that you guys don't have to do this, if you reduce these other barriers for costs, so in effect, it doesn't really cost them anything to improve it's kind of like an indirect subsidy. Instead of paying money directly, you're just improving the environment. And that's a strategy I think they would be more willing to listen to. But then, there will always be a room to ask for subsidies as well, even if those cases where you have kind of an optimal setup, but you still don't have the profitability of deploying the network. And related to that, as you were mentioning, the problem with the power supply, that is, as you said, that is something that is kind of out of your hands to solve, but it's a very, very crucial part in actually being able to have operations. Yeah, so it was really interesting to hear the perspective of an ISP of the challenges. I think we're going to stop here. Something that I want you to think about during the break before we go into the privacy discussion is that the last session of today will be about an action plan where you will essentially be asked to identify a few issues that you found was really interesting that you might share. So let's say, as an example, it could be that you identify that local content is something that a couple of the chapters are all facing as an issue and think is a priority, and then come together in a working group and come up with how do we move from here? What are the potential benefits from a collaboration between the chapters, etc. But right now we're going to go to coffee, and when we come back, we're going to dig into privacy. And that discussion, unfortunately, we don't have that much time left. So it's going to be more of the open discussion that we've heard, and not as rigidly structured as we had on Access. All right, thank you. Joel.